Bonsoir, on va vous raconter des histoires ce soir, des histoires dans la grande histoire entre 40 et 45. Vous le savez, avec le temps, notre mémoire s'effiloche, nos souvenirs s'effacent. Eh bien, c'est cette mémoire, ce sont ces souvenirs que nous allons exhumer ce soir avec parfois des secrets mal connus. 40-45, les Français et leurs secrets, c'est donc le thème de ce 223e numéro de Complément d'enquête. Ni héros, ni salauds, tous les Français n'ont pas forcément nourri les rangs de la résistance pendant la guerre, ni forcément non plus ceux de la collaboration. La France qu'on vous propose ce soir, c'est une France de l'entraide, de la débrouille, du système D, une France du sacrifice aussi pour des dizaines de milliers de soldats tués en 40 dans l'indifférence quasi générale, une France des justes qui ont sauvé des Juifs, une France aussi de la barbarie nazie qui essayait de créer l'arien parfait dans ces fameux Lebensborn. Ces Français et ces secrets français, eh bien on va les évoquer dans un lieu on ne peut plus symbolique puisque nous sommes ici au mémorial du Mont Valérien dédié à la France combattante, à la France de la résistance. C'est ici que nous allons recevoir des écrivains, des historiens, mais commençons par cette histoire un peu méconnue des sacrifiés de 40. Vous savez, on donne souvent l'image à propos de 40 eh bien d'une drôle de guerre suivie d'une débâcle honteuse. On oublie de dire que 100 000 soldats français sont morts pendant cette bataille de France qui a duré 1 mois et demi. Regardez ce reportage émouvant, il est signé Édouard Perrin, Claire-Marie Denis et Elodie Medj. Et bien sûr, pour commenter, pour réagir sur les réseaux sociaux, le mot-clé, c'est d'enquête. C'est la première fois qu'une caméra entre ici. Sur ces étagères, tout un pan de notre histoire. Des archives secrètes que l'on croyait disparues pour toujours. On a perdu la trace de ces documents ultra confidentiels dans les années 40, avant de les retrouver 60 ans plus tard. Saisis par les Allemands, transférés à Berlin, traduits, annotés, les nazis les utiliseront comme des armes pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Ils vont se jeter sur les archives du ministère de la Guerre parce qu'ils savent que le ministère de la Guerre, en France, est le service à l'époque qui s'occupe de l'espionnage et du contre-espionnage. Donc il y a bien une volonté de chercher quelque chose de précis. L'étrange défaite de 1940. Dans la mémoire collective, ce sont ces avions hurlants qui bombardent des colonnes de fuyards. Juin 40, les jours où tout semblait perdu pour la France. Ces images sont celles de la propagande allemande. Les clichés tragicomiques d'une débâcle sans bataille entre Jeux interdits et la 7e compagnie. Pourtant, en 1 mois et demi, 100 000 soldats français sont morts au combat. Une hécatombe, digne de 14-18. Un épisode presque totalement occulté. 73 ans plus tard, les archives françaises sont de retour ici, au fort de Vincennes. Et ce qu'elles racontent de la guerre, cette drôle de guerre, n'a rien à voir avec la propagande allemande. Dans ces tonnes de secrets, les conservateurs comme Bertrand Fonck ont notamment découvert des journaux intimes, ceux des soldats français sur le front. On a là une source première, une source brute sur les réalités quotidiennes, sur la réalité subie dans les combats des soldats français de 40. Parmi ces précieux témoignages, les archivistes sont tombés sur ces 3 calepins. Les carnets du soldat Minguet, Eugène Minguet. Confisqués au Stalag 7A, où il était prisonnier, 250 pages qui racontent le parcours militaire de leur auteur. Je commence cet ouvrage le 4 décembre 1940, et il ne prendra fin sans doute qu'à la fin de ma captivité, que j'espère très courte, comme tout prisonnier ayant un bon moral, ce qui est mon cas. Comme 1 500 000 Français, Eugène restera prisonnier, mais bien plus longtemps qu'il ne le pensait. Sa captivité va durer 5 ans.
Eugène fut l'un d'eux. Un soldat vaincu. Du fond de son stalag, près de Munich, page après page, d'une belle écriture à l'encre bleue, Eugène Minguet raconte son service militaire et sa guerre. Et il se plaint de ce qui n'allait pas dans cette armée qui venait de connaître la plus cuisante défaite de son histoire. Notre armement est nettement insuffisant. Des critiques soulignées en rouge par le militaire allemand chargé d'enquêter sur le moral des Français. On voit ici que les Allemands ont lu avec le plus grand intérêt ces documents, puisqu'ils donnaient, la vision qu'avaient les soldats français, les officiers français des événements, et donc ils étaient lus comme des témoignages tout à fait intéressants, des témoignages de première main, des témoignages bruts sur le moral des Français, leur vision de la guerre, leur vision des événements. Pour essayer de comprendre cette guerre oubliée, comme les Allemands, nous nous sommes plongés dans ces carnets. D'abord pour retrouver une trace de ce soldat si lucide. Dans les premières pages, Eugène Minguet évoquait sa vie civile, celle d'un jeune comptable, en Vendée. Après avoir téléphoné à tous les Minguets de la région, c'est finalement en Charente que nous l'avons retrouvé. Dans le petit cimetière de Berneuil. Eugène est mort il y a 17 ans et n'a jamais eu d'enfant. Dans le village, aucun habitant au nom de Minguet. Mais une nièce par alliance, Marilyn. T'as fini de manger? Et son père, Jean. Pourquoi il n'y a pas de gens dans la rue? Le cousin de notre soldat. C'est à lui que nous avons confié une copie des carnets. L'écriture lui est familière et ses petits cahiers correspondent bien aux souvenirs qu'il garde d'Eugène. Un miracle que ce soit revenu au gourde. Et vous savez, il n'a jamais perdu cette habitude. Durant sa retraite, il avait son cahier journalier et tous les faits de la journée étaient reportés dessus. Ça, il n'y a pas de problème, c'est bien de manier. Ces carnets, Eugène n'en avait parlé à personne. Quant à sa guerre, il n'en disait pas un mot. Apparemment, il n'a jamais eu de conversation sur ce qu'il a vécu durant cette période. Le passé, pour lui, c'était du passé. Le présent et l'avenir, ça, c'était sa grande préoccupation, plutôt, que le passé. Oui, je sais pas où il est, Eugène, là-dessus, attends, je le repère. Sur une photo de famille, Oh, bah c'est pas jeune, ça, hein. on découvre enfin son visage. Un jeune homme qui n'a jamais connu son père, tué en 1915, un orphelin de la Grande Guerre. Sa génération partira à son tour, résignée, bien consciente de la boucherie qui l'attend. Nous sommes le 1er septembre 1939. La guerre est déclarée. J'ai compris. Je frissonne. C'est la guerre inévitable. Je sors le cœur gros. À 2 heures, les cloches vibrent. Ce n'est pas un son joyeux. C'est le tocsin. Les femmes pleurent, les hommes se raidissent, et les enfants inconscients continuent leur jeu. La mobilisation générale est décrétée. Dès le 2, on voit les plus jeunes partir. Ils partent avec calme et nulle part on ne sent l'enthousiasme qu'ont ressenti nos anciens en 14. Personne ne veut se battre, puisque nous ne sommes pas attaqués. À son tour, Eugène va partir. En Alsace, sur la ligne Maginot, des mois durant, de sa casemate, il va observer l'ennemi, de l'autre côté du Rhin. C'est la drôle de guerre. Mais les jours passent, et rien ne se passe. Sur notre front, tout est toujours calme. 10 mai 1940, comme un éclair, l'offensive allemande emporte tout sur son passage. L'armée française est complètement débordée, la ligne Maginot encerclée. Sur les bords du Rhin, Eugène et ses camarades sont coupés du monde. Les seules informations, c'est l'ennemi qui les donne. Radio Stuttgart, que nous écoutions en cachette glorifier les victoires allemandes, demandait à ce que le conflit cesse le plus tôt possible. Il annonçait que la ligne Maginot allait être prise de dos et qu'elle ne servait plus à rien. L'armée motorisée la plus puissante du monde étant en marche et broyant toute résistance sur son passage. C'était malheureusement vrai. Une déroute sans précédent, une capitulation honteuse et l'armistice, signé le 22 juin. Cette histoire-là est bien connue.
Mais dans les carnets retrouvés à Vincennes, c'est une toute autre version qu'Eugène nous livre. Celle des combats désespérés de la dernière heure, pour l'honneur. À cette date, on peut lire ceci, samedi 22 juin, ta, je me réveille en sursaut, la mitrailleuse crépite, la bagarre se déclenche. Allons-y de bon cœur, Dieu fera de nous ce qu'il voudra, et vive la France. Au même moment, ce samedi 22 juin 1940, à Retonde, les généraux français viennent s'incliner devant Adolf Hitler, en personne. Pendant que la France capitule presque sans condition, Eugène Minguet, lui, reçoit son baptême du feu en Alsace. Nous repoussons quand même assaut sur assaut. Couchés au sol, nous défendons tous les angles. Le capitaine, revolver au poing, ne tient plus en place. Il est déjà 7 heures. Nos munitions s'épuisent. Désormais, nous ne tiendrons plus longtemps sans doute. Voici les pages les plus poignantes de ses carnets. Celle où il rend hommage à son chef de section, le sous-lieutenant Catry. Un héros inconnu, l'un de ses 100 000 soldats tués en quelques semaines, mort il y a presque 73 ans. La mémoire de cet officier, c'est ici qu'on l'a retrouvée, chez ses 2 nièces. Il n'y a pas de date. Comme Quelques clichés, pieusement conservés avec ses médailles reçues à titre posthume. Pour ses proches, une amère consolation. C'est pas pour les bords du Rhin, c'est près du puits. Ce qui leur a fait très mal, je pense, c'est la date. Oui, juste. Cet acte-là aurait eu lieu une semaine, 15 jours avant, ça aurait peut-être été vécu différemment pour les frères et sœurs. Là, le fait que ce soit le dernier jour, entre guillemets, c'était vexant. C'était difficile à avaler pour eux. Avant d'être un soldat français, Étienne Catry fut un soldat de Dieu, un jésuite. En bon catholique vendéen, Eugène Minguet ne l'ignorait pas. Hier, il s'est confessé et a communié. Il est prêt pour le grand sacrifice. En moins d'1 heure, il a fait un travail fantastique. Plusieurs adversaires sont déjà tombés. Les autres l'ont repéré. Qu'importe, il le sait, mais il repart quand même. 2 minutes passent, courtes comme dans un rêve. Le chef Fristel revient précipitamment. Il se met au garde à vous et très émotionné annonce au capitaine. Lieutenant Catry, tombé à l'ennemi. Nos cœurs se serrent, car tous nous l'aimions bien. Le drame a été court, l'ennemi sentant en lui le chef n'a visé que lui. Une balle l'a atteint à la cuisse, il a continué à tirer quand même, une autre balle l'a touché à la tête. Il ne s'est pas écroulé et le coup de grâce est arrivé presque aussitôt, une balle en plein cœur et ce fut la fin. Une fin digne d'un tel homme. Ça vous fait quoi de lire ça? Moi, je connaissais pas tous les détails. Je savais qu'il avait été très très courageux, qu'il n'avait pas hésité à donner sa vie. Il savait d'avance que c'était cuit. Mais je ne savais pas qu'il avait été atteint en plusieurs fois, en fait. Je sais qu'il avait eu le temps de se voir mourir parce qu'il avait porté sur lui la croix de son ordre, des jésuites, et il a été retrouvé avec cette croix sur la poitrine. Il l'avait manifestement sortie de ses vêtements pour la serrer, quoi. Ça, je savais. Je pense que les traces écrites sont très importantes. Ouais. C'est grâce à ces traces écrites, justement, que l'on peut savoir tout ce qui s'est passé dans l'histoire. Les photos nous aident, mais c'est surtout les écrits qui nous prouvent exactement la façon dont ça s'est déroulé. Surtout par quelqu'un qui était très proche, qui était présent. Tu vois ? Des écrits bien plus fidèles à la réalité que les images, si souvent trompeuses, voire mensongères. C'est tout le sens du travail mené ici, aux archives de Vincennes. Quand chaque document revenu de Moscou sera connu et répertorié, ce sera au tour des historiens d'éplucher cette mémoire retrouvée et de donner un nouvel éclairage sur cette sombre page de notre histoire. Les Allemands, en 1940, sont surpris de leur victoire. Très souvent, dans l'historiographie française, on a eu tendance, après la Deuxième Guerre mondiale, à surévaluer la victoire allemande en 1940 pour minimiser l'effondrement français. Ce qui est en train d'apparaître, ce qui apparaît déjà dans l'historiographie actuelle, c'est que, en définitive, l'effondrement français militaire et politique a été encore plus grand que ce qu'on pensait, parce que l'armée allemande était beaucoup moins forte que ce qu'on pensait.
Donc c'est encore plus terrible pour la France, en définitive. La conclusion d'un historien qui est aussi un officier. Les carnets d'Eugène Minguet et tous les autres journaux intimes de soldats ne resteront pas à Vincennes. Ce sont des documents privés. Dans 2 ans, quand les archivistes auront terminé leur travail, ils les rendront à leurs proches. Voilà pour ce reportage d'Édouard Perrin, de Claire-Marie Denis et Elodie Medge. Très beau reportage d'Édouard Perrin et très belle écriture d'Eugène Minguet, ce soldat. Alors on est ici avec vous, Jean-Luc Seigle, sur cette esplanade du Mont Valérien. C'est un endroit émouvant. Hein. Terriblement. Je n'étais jamais venu. Oui. Et je regrette. Alors toutes ces statues, elles sont à la mémoire évidemment de tous ces soldats, ces surtout résistants ou ces otages qui ont été exécutés ici, hein. Plus de 1009 entre mars 41 et août 44. Alors dans votre livre, En vieillissant les hommes pleurent, vous êtes intéressé à ces familles dans lesquelles les pères se sont tus, les pères qui revenaient, qui avaient vécu et cette débâcle de 40 et le fait d'être prisonnier en Allemagne pendant toute la guerre. Oui. Pourquoi ces silences? Pourquoi cette tristesse chaque fois qu'en mai 45 on commémorait la victoire? Alors, je pense qu'une des raisons, elle est liée à la question, c'est intéressant qu'on soit dans ce lieu justement, elle est liée au gaullisme et elle est liée à la question de la résistance. C'est-à-dire qu'après la guerre, il était extrêmement urgent et important d'exalter la France résistante. Plus que la France combattante, Bien celle sûr. qui avait été défaite en 40. Bien sûr, la France résistante a résisté pendant 4 ans. Ce qui s'est passé sur la ligne Maginot s'est passé pendant 12 jours. 12 jours dans la guerre, c'est rien, eu égard à ce qui s'est produit pendant les 4 années qui ont suivi. Mais en même temps, ce qu'on a fait de terrible, c'est qu'au nom de l'histoire ou au nom de la politique, on a demandé à ces hommes de transformer une victoire en défaite. Une victoire, en tout cas une résistance. Une vraie résistance, mais une victoire par ailleurs, parce que c'est quand même l'État français qui a demandé la reddition des soldats sur la ligne Maginot. Ce ne sont pas les Allemands. Vous dites on a menti, on a volé ce souvenir, si je puis dire, à ces gens Cette vérité historique. Qui avaient été héroïques. Bien sûr. Quand on lit ce qu'écrit Eugène Minguet dans son carnet, il dit, avant de partir au combat, hein, il dit « Allons-y de bon cœur, Dieu fera ce qu'il voudra, vive la France ». On ne peut pas s'empêcher de réfléchir à ce que serait notre héroïsme à nous, notre réaction à nous, si demain il fallait aller au combat. Non ? Alors, c'est-à-dire que ces hommes étaient animés de quelque chose d'assez que nous n'aurons pas nous, justement. C'est-à-dire qu'ils ont eu des pères héroïques qui avaient fait 14-18. Donc, partir à la guerre, c'était une façon, pas de refaire l'histoire, mais d'être à la hauteur. Le mot patrie, étymologiquement, veut dire le pays des pères. Et si on pousse un peu, c'est le pays des pères morts. C'est le pays des pères héroïques. Ce qui se passe après 40, quand on transforme cette victoire en défaite, en réalité, on oblige ces hommes à dire qu'ils ne sont pas des héros. Et je pense que la notion de patriotisme est morte à ce moment-là, en France. Parce que c'est impossible de susciter ça dans le regard de ses fils, dans les générations qui ont suivi. Et je pense que l'onde de choc de ce mensonge historique est absolument considérable. Et on a pu en mesurer la perversion jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. Et on arrive aujourd'hui, effectivement, moi je pense que c'est une des raisons. On peut ne pas être d'accord avec ce qui se passe aujourd'hui, avec les guerres que l'armée française, auxquelles elle participe. N'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, un soldat qui meurt au combat, c'est presque un accident du travail. Et c'est un peu embêtant, je trouve. Vous pensez qu'il faudrait faire des cérémonies pour commémorer ce qui a été l'héroïsme de certains en 40, parce qu'il y en a aussi toute une partie de l'armée. Mais je pense que les gens qui vont défendre certains principes de la France dans des guerres qui sont discutables, ça c'est sûr. Mais eux, ils y vont, ils le font le travail, et au risque de leur vie. Et je trouve qu'on ne leur rend pas grâce et on les enterre un peu de manière clandestine. D'accord, et quand on est dans des lieux comme celui-ci, ouais, on ne peut pas s'empêcher de se poser la question de savoir ce que ça veut dire que de sacrifier sa vie pour sa patrie. Oui. Merci beaucoup, merci d'être venu.
Jean-Luc Sec, je rappelle votre livre, ça s'appelle « En vieillissant, les hommes pleurent ». Joli titre, hein, ces hommes qui pleurent sur ce qu'a été leur vie, sur ce qu'était leur passé, sur ce qu'a été ce renoncement, ou en tout cas cette manière qu'a eu l'État d'occulter leurs sacrifices. On parlait donc de ces sacrifices des soldats français en 40, ont suivi évidemment 5 années d'obscurité pendant lesquelles certains ont choisi la collaboration, d'autres la résistance, et puis il y a eu ces justes, ces Français qui ont sauvé des Juifs, parfois au péril de leur vie. Ils ont été officiellement 3562 reconnus comme tels par l'État d'Israël. Nathalie Sapena, Johan Nertombe et Brigitte Delahaye sont allés à la rencontre de la famille d'haricots, des agriculteurs du Béarn. Celle qu'ils ont sauvée il y a 70 ans vient tout juste de les retrouver. Ils sont venus attendre le train de 20h10, le train de Paris. Je ne sais pas s'il faut prendre le billet, moi, sur le quai. Omer Daricot, c'est 77 ans, son frère aîné Alexis et sa petite fille Pauline. Attends, où c'est qu'il arrive? Où c'est qu'il est le train, là? Les deux agriculteurs béarnais ont rendez-vous avec leur passé, la guerre, et surtout avec une jeune fille qu'ils avaient oubliée. Vous êtes un peu ému? Non, pour l'instant, c'est bon. C'est bon. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On a oublié de prendre des fleurs. Toi, tu penses à rien, toi. Même s'ils ne veulent pas l'avouer, il y a sur ce quai beaucoup d'émotions et un peu de tension. C'était le numéro combien? Je sais pas, le 11. Celle qu'ils guettent se prénomme Evelyne. Ils l'ont connue quand ils avaient une dizaine d'années. À l'époque, elle était venue se cacher dans leur ferme parce qu'elle était juive. Je vois rien avec le soleil. Ils ne se sont pas revus depuis 70 ans. Oui. Eh bien, il en a fallu du temps pour arriver. Il en a fallu du temps pour arriver. Oui. Oui. Evelyne Melnick. Oui. Je suis encore vivante. Eh oui. Grâce à vous. Grâce à vous. Eh bien, grâce à nous, oui, c'est comme ça. Hein. La tête, c'est ça. Hein. Oui. Hein? Oh non. Ah non, mais... Ils étaient gentils avec moi. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Mais je le dis à tout le monde maintenant que je suis juive. Avant, vous Parce ne que disiez pas? j'avais pas le droit, on m'aurait tué. Demain, les Daricots recevront la médaille des justes pour avoir sauvé Evelyne. Evelyne, une jeune fille souriante et gaie, avec l'étoile jaune. Les Daricots l'ont cachée pendant 2 ans, lui évitant la déportation et sans doute la mort. Comme les parents d'Haricot, ce couple de paysans, des milliers de Français ont protégé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Par solidarité, par humanité, parfois au péril de leur vie, ils ont contrarié les plans des nazis et permis de sauver 75% des Juifs qui vivaient alors en France. Certains de ces sauveurs sont devenus des justes parmi les nations, entrés en grande pompe au Panthéon en 2007. 70 ans après la guerre, on continue à découvrir de nouveaux justes, souvent bien après leur mort, et parfois dans les endroits les plus inattendus. Comme dans cet hôtel, le Bristol, l'un des 6 palaces parisiens. Pierre Jamet est le fils du fondateur, il a grandi ici. Il est venu ce matin pour nous raconter l'histoire d'un pensionnaire fantôme qui a habité l'hôtel pendant la guerre. C'est votre deuxième maison? Toujours. Première maison, en fait. Première maison. Et ma première chambre, 101. C'est-à-dire? Celle-là. C'est là où... Mon premier berceau. Vous êtes né dans cet hôtel? Je suis né ici. Au début de la guerre, Pierre Jamet a 15 ans. Rien de ce qui se passe dans l'hôtel ne lui échappe. Tout va bien? Tout se passe bien? 88 ans. Bravo. Le pensionnaire fantôme s'appelait Lerman, mais tout le monde disait Lermont. Il était juif et architecte. Lermont avait besoin d'un endroit pour dessiner, faire ses plans. Puis en fin de compte, il a fini par coucher là. Hein, et je me rappelle, j'allais manger ces saucisses cachères qu'il faisait cuire dans la cheminée, parce qu'à l'époque, toutes les chambres de l'hôtel et appartements avaient des cheminées. C'est le père de Pierre Jamet, Hippolyte, qui a proposé à Lerman de s'installer à l'hôtel. Il prend ce risque alors que tous les grands hôtels de la capitale, le Crillon, le Lutetia, le Ritz, sont réquisitionnés par les Allemands. Tous, sauf le Bristol,
L'hôtel abrite l'ambassadeur des États-Unis. En ce début de conflit, ce sera son sauf-conduit. À 2 pas des Champs-Élysées, au cœur des lieux du pouvoir nazi, l'entreprenant Hippolyte Jamet n'a pas craint de protéger un juif. Je l'ai vu dessiner dans sa chambre tous ses dessins. En fait, il faisait ça parce que pour remercier, pour aider votre non, mais père pas qu'il du aidait tout. Il lui-même. était payé par mon père pour travailler. C'était l'architecte du Bristol, c'est tout. Il portait pas l'étoile juive. Et non, il n'a jamais porté l'étoile juive. Jamais à l'hôtel, mais il la portait dans la rue. C'est pour cela qu'il finit par se réfugier au Bristol, pour éviter d'être arrêté. Il va y vivre 4 ans, au milieu des hauts dignitaires allemands. Il va y poursuivre ses travaux, notamment son chef-d'œuvre, l'ascenseur, avec sa fameuse grille en acier torsadé. Oh, elle est lourde cette porte. L'architecte était logé au 106, au premier étage. Une chambre située juste à côté de l'escalier de service, comme s'il fallait pouvoir s'enfuir à tout moment. Donc là, c'est le premier Alors, étage. c'est le premier étage. La porte de l'Armand était ici. Une chambre que l'on peut voir sur ses plans, mais dont personne ne parlait. Elle ne figurait même pas sur les registres de l'hôtel. Est-ce que les gens savaient que M. Lermont était juif? Tout le monde le savait. Et il n'y en a pas un sur les 210 employés qu'on avait. Hein. Il n'y en a pas un qui a pipé mot pendant 4 ans. Aujourd'hui, au Bristol, on n'en est pas peu fier. Même si, à l'époque, le père de Pierre Jamet ne s'est pas vanté d'avoir sauvé Michel Lerman. Il a même totalement perdu sa trace. Qu'est devenu le mystérieux architecte? 70 ans après, nous sommes partis sur sa piste. Nous avons demandé de l'aide à un généalogiste spécialisé dans la recherche d'héritiers. Nous lui avons confié un nom, Lerman, et une profession, architecte. Je vais chercher un Lerman. Premier fichier consulté, les listes électorales d'avant la Première Guerre mondiale. Hop, vous voyez, je passe de Lerlou à Lermort, donc il n'y a pas de Lerman à Paris en 1912. Deuxième recherche, dans les listes du recensement. Et au milieu de ces fichiers numérisés, une piste apparaît. Et j'ai trouvé un Michel Lerman qui, lui, était de profession architecte. Je me suis dit, tiens, avec un peu de chance, c'est le bon. Mais le problème, c'est qu'il est forcément mort, sa femme aussi, mais est-ce qu'il a des enfants ou pas? L'architecte a bien eu une fille, Christiane, morte en novembre dernier. Et puis, à quelques kilomètres de Rennes, nous avons fini par retrouver l'une de ses petites filles. L'aînée, Joëlle Follet, 66 ans. Madame Follet, donc c'est vous, la petite fille de Monsieur Lerman. Voilà. Cette salariée au Resto du Cœur est celle qui a le mieux connu le grand-père. Elle détient précieusement les rares souvenirs de l'architecte. Voici enfin le visage de Michel Lerman. Sur ces photos, 5 ans après la guerre, il a la cinquantaine. L'architecte a repris une vie quasi normale, en famille. Sur toutes les photos, une petite fille blonde, Joëlle. Pour ses proches, la vie cachée de Michel Lerman au Bristol reste un secret. Sa petite fille sait tout juste que son vrai prénom n'était pas Michel, mais Moïse. Il donnait pas l'impression d'un rescapé du tout. Hein. Pourquoi? Ben d'abord parce qu'il n'en parlait pas. Je crois qu'autour de lui, sa femme et surtout sa fille qui était jeune, elle était beaucoup plus marquée, finalement. Oui. Parce que ma mère, fallait pas parler de ça, fallait pas dire qu'il s'appelait Moïse à personne. Elle était terrorisée par cette période. Elle avait peur de quoi après la guerre? Elle avait peur des représailles, elle disait que les Juifs avaient toujours été persécutés et que ça reviendrait. Et elle avait très très peur que si on disait ça, que ça revienne. 70 ans plus tard, les langues se délient, les omertas familiales se dissipent. Cette période si sombre, on s'y intéresse à nouveau. J'aimerais bien aller voir ce qu'il a fait finalement, parce qu'on finalement on l'a jamais vu, et puis rencontrer ce monsieur Jamet. Qu'est-ce que vous lui diriez? Merci déjà. Son père je peux plus, mais quand même merci à sa famille. Il s'en est pourtant fallu de très peu pour que toutes ces histoires
reste à jamais enfoui dans les albums photos. Retour au pied des Pyrénées, dans la campagne béarnaise, chez ceux qui, pendant la guerre, ont caché Evelyne, la jeune juive. À l'entrée de Sévignac, une ferme coquette, celle des Daricot, installée ici depuis des générations. Ces histoires de justes et d'enfants cachés, ici non plus on n'en parlait pas. Alexis et son frère Omer l'avaient même complètement oublié. Jusqu'à ce jour de 2008, où ils reçoivent quelques photos en noir et blanc, accompagnées d'une question. Ces images ont-elles été prises chez vous pendant la guerre? C'est celle-ci. Elle était parmi les premières photos. Ce portail, ce piquet là, c'est l'entrée de la maison. Et ça, c'est la maison. J'ai dit, c'est chez nous. C'est avec cette photo que j'ai dit, mais c'est chez nous. Ici, il y a les deux enfants, là, toujours. Il y avait un garçon et une fille. Et Evelyne. On retrouve toujours la fleur. Si elle n'est pas là, elle est là, à l'oreille. Elle avait voulu que la vie en communiante. Oui, là, oui. Là, elle est bien communiante. Elle n'a jamais fait la communion. Oui, mais on simulait la communion. Ouais, simulé la communion. Elle a dissimulé. Pour se cacher, pour tromper. Pour tromper les habitants, en fait, de la région, pour que personne ne sache. C'est Evelyne, la jeune juive déguisée en communiante, qui a envoyé elle-même ses photos. À 80 ans passés, elle a souhaité retrouver ses sauveurs. Ida et Pierre Daricot, les parents d'Omer et Alexis, même s'ils sont morts depuis longtemps. Ce sont eux qui, en 1942, ont accueilli la jeune Parisienne et ses deux cousins juifs, sans poser la moindre question, ce qui en fait des justes. Qu'on honore vos parents, c'est une fierté pour nous. C'est sûr, c'est une fierté pour nous. Il y a une reconnaissance quand même qui vient de loin, quoi. Et puis, au bout de tant d'années, c'est un honneur, quoi, quand même, quoi. Avec une émotion et voilà, quoi. Il y a quand même une émotion, quand même. À l'époque, dans la ferme des Daricot, la vie est rude. Oui, voilà. Alors, c'est là où vous viviez pendant la guerre? Oui. Voilà. C'est là. Dans la petite maison qui sert aujourd'hui de débarras. Il n'y a même pas de lumière. Vous avez de la lumière là? Parce que nous, on n'a pas de lumière. Il n'y a que de la lumière qui marche. Pas d'électricité, pas de chauffage. Et 9 personnes qui s'entassent. Les 3 petits Daricot, leurs parents, la grand-mère et les 3 enfants juifs. C'était pas facile pour vos parents d'accueillir des enfants en plus? Ça n'a pas été facile, hein. Des bouches à nourrir aussi? Ah, mais à l'époque, c'est pas maintenant. Et maintenant, il n'y a personne qui voudrait dormir là. Il n'y a personne. On ne pourrait pas dormir à 6 ou 7 ou 8 ici dedans. Hein. Vous vous rendez compte? Ah, c'est de vieux souvenirs, ça. Oui. Pendant 2 ans, Evelyne et ses cousins ne sont quasiment jamais sortis de l'enceinte de la ferme. Protégés des nazis par des résistants sans armes, un simple couple de paysans. 70 ans plus tard, l'État d'Israël rend hommage à la famille Daricot. En ce dimanche d'avril, tout le village s'est mis sur son 31. Tous les notables sont là. Et entre les enfants de Pierre et Ida, une rescapée de 85 ans. Je me souviens que j'aimais cette vie à la campagne et qu'ils étaient très gentils pour moi. Et ils m'ont même habillé en communiante pour donner le change aux voisins. Quelle raison il y avait d'en vouloir à ces juifs qui sont quand même comparables à nous, Français? Pour quelle raison vous étiez la proie de ces gens-là? Je vous remercie beaucoup. Voilà, mon cher collègue. Madame, je vous remets donc cette médaille que vous conserverez, vous donnerez à vos enfants, petits-enfants et au-delà, en souvenir de l'action de nos grands-parents pendant ces 2 années magnifiques au nom de Style de la chaîne. Pour mes parents, je vous remercie aussi. Merci. Pour obtenir cette médaille, une des plus hautes distinctions de l'État d'Israël, les Daricot, comme tous les justes, ont rempli 3 conditions. Ils ont risqué leur vie, n'ont pas touché d'argent en contrepartie de leurs gestes, et ils n'étaient pas juifs.
Vous avez failli pleurer. Oui, peut-être. Mais oui. Mais voilà. Voilà, une belle histoire. La cérémonie s'achèvera au cimetière, sur la tombe de Ida et Pierre Daricot, car ce sont bien eux que l'on honore ce jour-là. Bientôt, tous les témoins de cette période auront disparu. Il ne reste en France qu'une poignée de justes encore en vie, dont certains n'ont jamais perdu le contact avec ceux qu'ils ont sauvés. À 20 minutes de là, au bout d'un chemin, dans cette grande ferme isolée, nous avons rendez-vous. Vous avez dû nous chercher? Voici Marie Plate-Pouzeau, 89 ans, agricultrice à la retraite. Comment? Vous êtes? Eh bien, je suis l'une des deux qui avons reçu ce petit garçon. Bonjour. Bonjour. Et voici Jeanne, sa sœur jumelle. Jeanne. C'est moi qui vous ai eu au téléphone. Toutes deux ont reçu la médaille des justes en 2002. On passe devant vous. Allez. En 1942, quelques semaines après la rafle du Veldiv, les jumelles et leurs parents ont accueilli puis caché un jeune juif de 12 ans, Charles. Alors voilà, il y avait un lit dans le coin, il n'y avait pas la bibliothèque. Charles Buxpan, ici à gauche, arrivait de Belgique. Il voulait gagner l'Espagne avec sa famille. Il est resté ici plus de 2 ans. Il nous a dit depuis qu'il avait passé ici les 2 meilleures années de sa vie. Il les idéalisait un peu, je pense. Mais il nous l'a dit il n'y a pas longtemps, hein, quand il est venu. Voilà. Depuis la guerre, Charles a écrit et téléphoné aux jumelles des centaines de fois. Il est même revenu à 2 reprises dans la ferme du Béarn. Charles. Là aussi Charles. Aujourd'hui, c'est un peu comme s'il faisait partie de la famille. Il nous a appelé ses sœurs depuis quelque temps, depuis le décès de sa sœur en 2010. Il s'appelait « Vous êtes mes sœurs ». Donc c'est quelqu'un de... Il se sentait proche de nous et nous aussi proches de lui. C'est lui qui a voulu que vous soyez des justes? Oui, c'est lui. C'est lui qui a insisté. Parce que nous avons su qu'il a eu, nous avons su qu'il avait eu des marches à faire, ça avait été un peu long, c'était un peu décourageant. Mais nous lui avons dit, mais ça va, c'est déjà une belle satisfaction de penser que nous avons aidé quelqu'un. Et il faut parler, il faut que les gens sachent que... Sachent que ce qui s'est passé, sachent que l'homme, ce qu'il est capable de faire, il est capable d'être un loup pour l'homme et aussi d'aider. Voilà. Capable de gestes d'humanité. Charles devait venir cette année chez Jeanne et Marie. Il est mort en juin dernier près de Tel Aviv, où il s'était installé après la guerre. Voilà pour ce reportage de Nathalie Sapena, de Johan Nertombe et de Brigitte Delahaye. Et nous sommes ici avec vous, Jacques Semelin, dans ce qu'on appelle la clairière des fusillés, puisque c'est ici que les 1009 personnes, résistants ou otages qui ont été fusillés par les Allemands ont été exécutés. Il y a eu notamment le groupe de Manouchian, les 25 du groupe Manouchian, de la fiche rouge, qui ont été exécutés ici le 21 février 1944. Alors, ils arrivaient par là et ils partaient par ce tunnel qui est derrière nous. Vous écrivez persécution, enfin quand je dis qu'ils partaient, leur corps évidemment partait, était emmené là en camion. Persécution et entraide dans la France occupée, Jacques Semelin, où vous parlez un petit peu de ce visage de la France, hein, qui n'était pas forcément ni tout collaborationniste, ni tout résistant, comme on nous l'a fait croire à un moment donné. Je vais reciter quelques chiffres justement sur ce qu'était la population juive en France en 1940. Il y avait 330 000 juifs qui vivaient en France, 80 000 ont été déportés, 2 000 à peine en sont revenus de ces camps, et ce qui veut dire que 90% de la population française de confession juive a été sauvée et 60% des juifs d'origine étrangère. Vous parlez d'une sorte d'exception française de ce point de vue-là. Alors environ, ça fait 75% des juifs en France qui ont échappé à la mort. Alors est-ce que c'est une exception française? J'ose même pas utiliser le terme, mais en tout cas je pense qu'il y a une singularité française, parce que si vous comparez avec les pays voisins qui ont été occupés en même temps que la France en 1940... Les Belges, les Hollandais, les Polonais. Voilà. Alors les Polonais, malheureusement, le chiffre est absolument terrible, c'est 90%, mais les Hollandais, on ne le sait pas, 80% des juifs hollandais ont été exterminés, près de 50% des juifs belges, environ 45%, et en France, 25%. Alors il y a une sorte de singularité française, si vous voulez. Qui serait due à quoi? Votre reportage le montre en partie, c'est-à-dire dès le départ, il y a une dispersion de la population juive vers les milieux ruraux. Donc on voit cette jeune fille qui arrive, qui a été accueillie par des agriculteurs.
Et puis on voit aussi des gens qui se cachent à Paris, au moment où on instaure l'étoile jaune en 1942, en juin 1942, et donc il y a aussi de la dissimulation. Alors voilà, il y a le silence de l'indifférence au début de la persécution des Juifs, mais après il y a le silence de la non-dénonciation des Juifs. Et combien de fois j'ai entendu dans mon enquête, ils savaient qu'on était Juifs, mais ils n'ont rien dit. C'est-à-dire que la France n'était pas la France de la résistance où nous avons vendu de Gaulle à la libération, parce qu'il fallait ressouder la France autour d'un mythe comme ça, d'un schéma de France résistante, héroïque devant l'envahisseur allemand. Mais elle n'était pas ça. Elle n'était pas non plus la France collaborationniste qu'on a tendance à vendre aujourd'hui. C'est ça, ni salaud ni héros, on pourrait dire. Alors attention, je ne présente pas une histoire rose du sauvetage des Juifs de France, mais alors pas du tout. Je n'oublie jamais les 25% de ceux qui sont malheureusement disparus. Mais vous voyez, il y a la délation, il y a aussi de l'indifférence, mais il y a aussi de la solidarité. Et surtout à partir de l'été 1942. L'été 42, ce sont le temps des rafles. Rafles du Vélodrome d'hiver, qu'on connaît bien, et puis rafles dans le sud de la France. Et là, les gens sont choqués par le fait qu'on s'en prend aux femmes et aux enfants. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on va voir plus de conduites. Je ne dis pas que des conduites. Je ne dis pas que les Français sont devenus des résistants. Hein. Alors ce qui frappe aussi dans le reportage qu'on vient de voir, c'est qu'on a l'impression, avec ces paysans, d'une sorte de sous-estimation de ce qu'ils ont fait. Ils ont aidé parce qu'il fallait aider, mais sans presque à la limite se rendre compte des risques qu'ils prenaient. Ah oui, mais ça c'est souvent général. Les paysans qui reçoivent ces réfugiés, ils savent pas très bien ce que c'est qu'un juif. Vous avez aussi le témoignage ce beau film Le vieil homme et l'enfant, avec Michel Simon de Claude Berry. Il met en scène une famille d'agriculteurs. Lui, il a fait la Première Guerre mondiale, il est pétainiste, il est antisémite, et puis il accueille un enfant juif. Donc, c'est la guerre, ils accueillent des réfugiés. Et peut-être que, en fait, qu'ils soient juifs ou pas, ça n'a pas tellement d'importance pour eux. Simplement, il faut aider ces gens qui sont victimes des Allemands. Et vous avez ce sentiment patriotique qui est derrière. Merci beaucoup. Merci Jacques Semelin. Votre livre, je le rappelle, ça s'appelle donc Persécution et entraide dans la France occupée, avec un regard peut-être un petit peu différent du regard parfois un peu caricatural qu'on a nous sur cette époque-là. Merci beaucoup et merci d'avoir parlé de tout cela dans cette clairière des fusillés. Je sais pas, j'imagine que vous avez entendu parler des Lebensborn. Oui, ces espèces d'endroits où les Allemands avaient l'ambition de réaliser la race parfaite, de faire les enfants nazis parfaits, les enfants aryens parfaits. C'est absurde, c'est incroyable, mais ce qu'on ne sait souvent pas, c'est que ce projet fou est né dès 1935. Ça a commencé un an ou deux après l'ouverture du premier camp de concentration à Dachau. C'est dire si les deux projets faisaient partie de la même idéologie. Cécile Delarue, Philippe Jasselin et Alexandre Berne ont donc enquêté sur cette page moins connue de l'histoire du Troisième Reich. Dans la Meuse, Jouy-sous-Côte, 300 habitants et un village aux airs de France éternelle. La petite maison. C'est ici qu'a grandi Gisèle Niango. Retour dans la maison de ses parents adoptifs, avec sa meilleure amie de l'époque, Marie-Thérèse. Oh mon petit Mimi, Mimi, viens Mimi, Mimi viens. Alors tu vois quand j'arrive les chats arrivent, c'est rigolo. Hein. Une enfance d'après-guerre, difficile. Surtout pour Gisèle qui était adoptée, une fille de l'assistance. À l'époque, on jase beaucoup sur son compte. Cette petite aux yeux bleus. Pourquoi parlait-elle l'allemand quand elle est arrivée? Sa mère était sûrement une fille de mauvaise vie. Elle aurait couché avec les Boches. Gisèle était forcément stupide, incapable. Le frigo, c'est de maman. J'ai étonné beaucoup de monde parce que j'ai eu mon certificat d'études, puisque normalement, je devais être... Oui, elle devait ne rien être, quoi. Voilà, j'étais rien. Rien. C'est pour ça que j'ai jamais voulu... j'ai occulté tout ça parce que ça me faisait déjà beaucoup trop mal. Et je me suis dit, en étant adolescente après, oui, il faut que tu avances dans la vie, ne t'occupe pas de ça, avance. Aucune question pendant 60 ans. Mais à la mort de sa mère adoptive, Gisèle décide de traverser la rue pour interroger sa cousine Micheline.
Elle avait 16 ans quand Gisèle a été adoptée. Micheline se souvient sûrement. Allez, alors ma cousine. Drin, drin, drin. Bonjour. Oh, mais tu es d'une beauté, laissez choix. La cousine n'a rien dit jusque-là, mais connaît une information capitale. Gisèle ne vient pas d'un orphelinat. Ses parents l'ont choisie parmi un groupe d'enfants qui venait d'arriver d'un train d'Allemagne. C'est pour ça qu'elle ne parlait pas un mot de français. C'était une enfant qui était en bonne santé, forte, belle, souriante et tout. Peut-être un peu grognon quand même parce qu'il venait d'arriver. Voilà. Elle se fâchait, elle se roulait par terre. Elle était très coléreuse. Mais est-ce que maman savait? De quoi? Elle savait que je parlais allemand, mais elle savait d'où je venais? Oh, je ne pense pas. Ben, on venait d'Allemagne. Elle a eu juste les machins qui ont été donnés à l'hôpital, hein, c'est tout, hein, par l'hôpital. Hein. Moi, je ne pense pas qu'elle avait des tas de choses d'autres. Et puis, elle a voulu enfuir ça. Elle n'a jamais voulu qu'on en parle. Jamais, jamais. On n'a jamais su d'où est-ce que tu devenais, jusqu'au jour que tu t'es mis à chercher. Gisèle cherche, fouille et finit par trouver d'où elle vient en Allemagne. Une découverte bouleversante. On s'est aperçu qu'on était moi j'étais tout le temps dans les pouponnières nazies. Donc vous étiez un enfant des pouponnières nazies? Des pouponnières nazies de ma naissance jusqu'à mon rapatriement en France. Des pouponnières, plutôt des usines à bébés. Créées par le régime. Le rêve enfin exaucé d'Adolf Hitler. Wir müssen einen neuen Menschen machen. Auf das unser Volk nicht an den typischen Degenerationserscheinungen dieser neuen Zeit zugrunde geht. In unseren Augen, da muss der deutsche Junge der Zukunft schlank und rank sein. Flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl. C'est le programme Lebensborn. Créé par Himmler en 1936, un système organisé pour développer la race aryenne, repeupler l'Allemagne, regermaniser, développer des nazis pur sang capables de conquérir le monde. Une trentaine de centres Lebensborn sont créés en Europe occupée pour accueillir des mères au profil parfait. Les pères sont SS ou soldats, parfois déjà mariés. Qu'importe, pourvu que la race aryenne se développe. Une fois grands, les enfants devaient être confiés à des familles modèles, généralement SS. Sélection génétique, eugénisme. Le Lebensborn, source de vie en allemand, c'était le pendant de la solution finale, l'idéologie nazie, dans toute son horreur. Aujourd'hui, ces enfants du mal sont à l'âge de la retraite. Fontaine de vie, source de vie. À 65 ans, Gisèle Niango découvre un passé qu'elle ne pouvait imaginer dans ses pires cauchemars. Sur les documents glanés dans toute l'Europe, et voilà où j'ai été enregistrée. Alors, le parcours d'un enfant modèle du système Lebensborn. Régiment, Wiesbaden, Bad Pölzin. Là, je me suis effondrée. Là, j'ai pris conscience réellement de ce que c'était que le Lebensborn. C'est-à-dire, de quoi vous avez pris conscience? J'ai pris conscience qu'en fait, on était des enfants, sans père ni mère, que nous avait pris comme ça, comme des êtres, c'est même pas des êtres, quoi, des objets. C'est lourd à porter. Mais honte, on ne peut pas dire qu'on a honte. Enfin, je veux dire, c'est pas le mot, ça ne convient pas, honte. Je faisais partie d'un projet destructeur. Je me suis dit, mais tu fais partie de ça, mais jamais tu ne pourrais... J'ai des amis qui sont juifs, mais personne ne le sait. Mais je dis, jamais je ne pourrais. Mais me dire, moi, j'ai été faite pour les détruire. Vous n'existez pas. Ni père,
Niemer, un état civil vierge avec des lettres gothiques pour seule racine. Comme le bébé Gisela, ils auraient été des milliers dans toute l'Europe. Et surtout, en Norvège. Car c'est ici que le plan Lebensborn a été le plus développé. Des femmes blondes, grandes, ariennes et loin des champs de bataille. Pendant la guerre, le pays viking était devenu une pouponnière géante. 8000 enfants auraient été conçus. À quelques kilomètres de la capitale, Gotthab, un des lieux clés du système. C'est ici que les meilleurs éléments étaient regroupés avant d'être envoyés en Allemagne pour être adoptés. En bas, il y a la salle à manger. Aujourd'hui, c'est une maison de repos pour personnes âgées. Tout a été réparé, mais c'est resté en l'état. Le directeur raconte facilement ce qui s'est passé ici pendant la guerre. Ça, c'est les infirmières de l'époque. Et là, des soldats allemands. Et là, c'est l'infirmière en chef. Et ici, voilà les enfants. Une fois les Allemands partis, que faire des enfants? La Norvège a peur de ces bébés nazis. Ce serait une 5e colonne, un danger pour la patrie. Le gouvernement décide de les déporter. Pourquoi pas en Australie? Mais les Australiens ont décidé de ne pas prendre ce groupe. Parce qu'ils pensaient aussi qu'ils seraient une menace pour leur sécurité. Et qu'est-ce qui est arrivé au bébé? Le dernier groupe a été envoyé dans une institution pour handicapés mentaux. Ils étaient handicapés mentaux? Non. Ils avaient du sang allemand. Forcément, ils étaient malades mentaux. Pendant des années, ces enfants de la honte grandissent dans l'ombre. Pour les rares qui ont eu la chance d'être repris par leur mère biologique, c'est le secret. Comme pour Sis. On lui a caché ses origines toute son enfance. Sa mère n'a jamais dit pourquoi elle l'avait laissé dans un Lebensborn. Là, c'est ma mère. Votre vraie mère? Oui. Je suis un produit de la honte. Les Allemands étaient haïs en Norvège. Bien sûr, personne ne devait dire que leur fille avait eu un enfant avec un Allemand. Donc ils ont essayé de cacher tout ça sous le tapis, comme on dit. Moi aussi, ils ont voulu me cacher dessous. Tout le monde disait, on n'en parle pas. Il ne fallait pas parler de moi. Mais moi, je suis qui? Je suis quoi? Depuis les années 90, elle milite avec d'autres victimes, comme Paul. Paul faisait partie des derniers enfants Lebensborn, ceux qu'on a envoyés à l'asile. Il n'est jamais allé à l'école. Oh, c'est sympa de ta part, elles sont magnifiques. Tu es adorable. J'essaye. Depuis des années, il ne survit que de petits boulots. La dernière fois qu'il a essayé de revoir sa famille biologique, son grand-père l'a poursuivi avec une hache. Nous avons été mélangés à des personnes malades, alors que nous n'étions pas malades. Moi, j'ai passé 5 ans de mon enfance dans un hôpital. Je devais partager ma chambre avec quelqu'un qui était plus que malade, un dingue. C'est difficile à comprendre. Comment comprendre ça? Les Allemands se sont bien occupés de nous pendant la guerre. Ce sont les Norvégiens qui ont mal agi dans les orphelinats. Depuis 1945, on a été maltraités et c'est la faute des Norvégiens. La faute de ceux qui travaillaient dans ces institutions. Ce sont eux qui nous ont maltraités. Aujourd'hui, c'est une vieille histoire. Une de celles qu'on préférerait oublier. Qui se souvient que le projet avait aussi des ramifications en France?
À côté de Chantilly, la Morlaix. On connaît la ville pour ses élevages de pur sang, moins pour son établissement Lebensborn. Ce château appartenait à la famille des Chocolats Meunier. Réquisitionné par les Allemands pour y installer une pouponnière, la seule du genre en France. Himmler l'inaugure en février 1944. C'est l'une des seules certitudes qu'on ait à ce sujet. Depuis, photos, papiers, documents, tout ou presque a disparu. Aucune trace. Quand l'association d'histoire locale a tenté d'en savoir plus, personne dans la ville ne se souvenait plus de rien. À peine quelques témoignages, sujet tabou. C'est peut-être effrayant d'avoir côtoyé ça de très près, pour les anciens. Je pense que ça doit jouer ça aussi. On se dit qu'on a côtoyé le diable quelque part, enfin, et que peut-être qu'on a peur qu'il en reste quelque chose. Le secret, jusqu'au bout. Même pour ceux qui recherchent leur propre identité. J'ai pris aussi les photos de ma sœur. Après 2 années de recherche, Gisèle Niango a fini par trouver. Sa mère était en Belgique. Alors, là, la voilà quand elle avait 20 ans. Elle s'appelait Ella. Quand Gisèle l'a retrouvée, elle était morte depuis quelques mois. Alors, la voilà là, et me voilà. Je trouve qu'on a la même pose, on a la même allure. Pourquoi sa mère l'avait-elle mise dans un Lebensborn? A-t-elle été désirée ou conçue par idéologie? Gisèle ne le saura jamais. Je ne veux pas l'accabler, je ne l'accable pas. Je me pose des questions. Moi-même, je suis mère, toi tu es mère. T'abandonnerais pas ton enfant, enfin, même s'il y a une guerre, regarde en Birmanie, regarde ailleurs, qu'est-ce qu'on fait les mères? On essaye de... On fait n'importe quoi pour son enfant. Dans cette énigme, il manque encore le père. Gisèle continue les recherches. Il s'appelait Albert Stark. Il était autrichien. Aujourd'hui qu'elle connaît son histoire, il y a des choses que Gisèle comprend mieux. Pourquoi elle est devenue puéricultrice et pourquoi petite, elle pleurait quand elle entendait parler allemand. Voilà pour ce reportage de Cécile Delarue, Philippe Jasselin et Alexandre Berne. Et nous sommes ici avec vous, Fabrice Virgili, dans cet endroit toujours très impressionnant. La clairière des fusils est là et nous sommes devant le tunnel par lequel les corps étaient emportés. Tout à l'heure, j'ai parlé du groupe Manouchian et de ses 25 membres. En fait, ils étaient 23. 22 ont été exécutés ici, en même temps que 3 Bretons. Et la femme du groupe a été décapitée ailleurs. Vous êtes... historien, directeur de recherche au CNRS. Vous avez écrit votre dernier ouvrage, ça s'appelle « Naître ennemis, les enfants des couples franco-allemands nés pendant la Seconde Guerre mondiale. On va bien sûr en parler. Vous avez aussi travaillé sur ces Lebensborn et vous en parlez dans votre livre. C'est quand même assez étonnant cette histoire-là, de se dire que à la fois d'un côté on exécutait, on éradiquait des populations entières de la surface de l'Europe et de l'autre côté on faisait ces laboratoires pour constituer cet enfant parfait. En fait, le Troisième Reich nazi a cette ambition de construire un Reich millénaire avec ce qu'il appelle la race aryenne. Et pour cela, il y a 2 politiques, plutôt 2 phases de la même politique. Extermination. Exterminer d'un côté et au contraire renforcer d'un point de vue racial et raciste ce qu'ils considèrent être la race aryenne, la race supérieure, en faisant des enfants selon le critère racialement sain pour l'avenir. C'est fou. On peut renvoyer ça à la folie, mais en même temps, c'est... Oui, enfin, c'est un projet qui est politiquement pensé, réfléchi, qui est effrayant, qui est dans une logique raciste. Ces gens-là pensent le monde à travers cette grille-là. Et donc, il y a toute une hiérarchie. Eux se
mettent au sommet de cette hiérarchie. Et c'est pour ça qu'il faut qu'ils produisent des enfants les plus racialement purs, selon leurs critères. Alors vous dites, on parle de ces Lebensborn, mais vous dites dans votre livre que c'est quand même assez peu, 20 000 enfants à travers l'Europe, comparé à tous ces enfants nés de rencontres, là cette fois fortuites ou tarifées ou forcées, etc., Exactement, entre oui. soldats allemands et françaises, Oui. par exemple, ou soldats français en Allemagne et allemandes. Oui, tout à fait. Oui, parce que d'un côté, on a un projet nazi idéologique qui est de faire des enfants purs, et de l'autre, on a la rencontre entre des millions d'hommes et des millions de femmes sur l'ensemble du continent européen qui est imposée par la guerre. Ce sont des troupes d'occupation, ce sont des travailleurs incroyable forcés, qu'est la guerre. mais on a exactement un brassage incroyable qui fait que à partir du moment où il y a occupation, à partir du moment où on va amener les populations de toute l'Europe sur le Reich pour les faire travailler, eh bien, il y a des rencontres qui vont se faire entre hommes et femmes, j'ai envie de dire de toute nationalité, mais bien sûr entre Allemands et Français également. On sait combien d'enfants sont nés de ces couples mixtes, si je puis dire? Franco-allemands? Oui. Les Allemands essayent de le savoir. Ils font des estimations qui tournent autour de 50, 70 000 pendant la guerre. En France? En France, uniquement. Et on peut estimer à près de 100 000 le nombre des enfants qui seraient nés de cette union. Il faut savoir les unions qui sont des amours interdites ou étonnantes, ou qui sont effectivement le résultat de relations tarifées, de relations forcées, de viols, de quoi? Alors, elles sont interdites dans la mesure où le mariage est interdit entre ressortissants soldats allemands et femmes françaises. Par contre, elles ont lieu, parfois ce sont effectivement des viols, mais aussi toute une série, pour la majorité, des relations consentantes, parfois tarifées, intéressés, mais toute la question de ces enfants, par exemple, tiennent beaucoup à dire qu'ils sont le fruit d'une histoire d'amour. Et on peut les comprendre, on a tous envie d'être le fruit d'une histoire d'amour. Et il y a des histoires d'amour. C'est frappant de voir comment certains de ces couples vont essayer, malgré les mutations, malgré les déplacements, de maintenir un lien, et parfois au-delà de la guerre. Pour d'autres, il y a eu des vraies histoires qui sont poursuivies? Ah oui, oui, bien des sûr, couples qui se sont retrouvent après la captivité, ou qui au moment de la retraite vont se cacher. Mais il est vrai que pour beaucoup d'entre eux, la fin de la guerre, la retraite, la défaite allemande marque la séparation, quand elle n'a pas eu lieu auparavant, si ces soldats ont été envoyés sur le front de l'Est. Mais parfois l'amour plus fort que la guerre. Ah oui, sans aucun doute. Et pour ces enfants nés de l'ennemi, comment on vit ça? Comment on vit ça? Tout dépend à quel âge on le vit. Il est sûr que juste après la guerre, finalement, on ne s'intéresse plus à eux. La société française ne s'est pas préoccupée de ses enfants, mais finalement, je dirais presque tant mieux pour eux, ni en bien ni en mal. C'est-à-dire qu'on les oublie. Eux, par contre, sentent bien dans leur famille, le père allemand a en général disparu. Parfois, ils ne savent même pas qu'il a existé. C'est devenu un secret. Ça devient un secret dont ils ont parfois des bribes d'éléments, donc qui va continuer à agir finalement dans leur tête. Parfois, ils le savent, mais ils n'osent pas poser la question, ils n'osent pas. On n'interroge pas ses parents, sa mère, son beau-père sur leur sexualité. Il faut le savoir aussi parce qu'à l'école, on les traite de fils de Et boche. puis également, et sans qu'on les traite directement de fils de boche, l'atmosphère évidemment dans les années 50-60 n'est pas la germanophilie, donc ils ressentent finalement comme une accusation personnelle ce qui est l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et donc il va se passer souvent plusieurs décennies avant qu'ils commencent à chercher. Et cette recherche n'est pas évidente parce qu'ils cherchent, mais à la fois il y a un père inconnu, donc fantasmé, et on espère le meilleur des pères, mais en même temps il y a une inquiétude. Si jamais il était à la Gestapo, si jamais c'était un SS, si jamais c'était un bourreau. Et donc leur recherche est souvent tenaillée entre ces deux aspects. Savoir ou ne pas savoir, voilà. Quel est le mieux. Ces enfants sont nés grâce à la guerre. Et ça, c'est difficile à porter, mais en même temps, on voit que c'est un phénomène qui n'est pas totalement isolé, qui concerne à l'échelle du continent des centaines de milliers, si ce n'est des millions d'enfants. Merci beaucoup. Et on en parlait avant l'interview, je précise que vous vous appelez Fabrice Virgili, vous êtes d'origine italienne, et c'est votre grand-mère qui, enfant, vous racontait ce qu'avait été l'exil, la fuite de Mussolini, l'arrivée en France, enfin bref, la guerre et l'histoire, elle vous est arrivée par la peau, si je puis dire. Oui. Hein. Merci beaucoup d'être venu dans ce lieu d'histoire, de mémoire, nous parler de ces enfants de la guerre, naître ennemis, que ce soit dans les Lebensborn ou bien dans ces relations qui se sont faites quand même entre hommes et femmes françaises
et allemand. Voilà, merci au Mont Valérien qui nous a accueillis pendant cette émission. Si vous voulez en savoir plus sur cet endroit, je vous donne l'adresse internet, c'est mont-valérien.fr, et bien sûr, ces endroits se visitent, et sachez-le, c'est gratuit comme tous les lieux de résistance en France. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, que ce soit Michel Fille, Joël Brugandet ou Thomas Auro à la rédaction en chef, Lorraine Servant à la préparation des plateaux, Philippe Lallemand à leur réalisation. Je vous rappelle que bien sûr vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Et puisqu'on parle de la guerre, je vous signale que vous pouvez aider les Bleuets, cette association qui vient en aide aux anciens combattants et aux victimes de guerre. Il suffit pour ça d'acheter leurs pins. Voilà, la semaine prochaine on parlera des droites qui se réveillent par ces temps de crise en France, depuis le Front National jusqu'aux extrêmes, aux ultras. Voilà, la soirée n'est pas finie. Je vous laisse avec Aïda Touéry, grand public, sur France 2. Dès maintenant, pour plus d'infos sur les reportages et réagir sur notre forum, rendez-vous sur france2.fr.